Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Vincent Aurélana-Pepin. Bienvenue à votre bulletin de nouvelles TVCL pour la période du 16 au 22 octobre. Nous commençons cette semaine avec la Société du patrimoine SOPABIC qui vous invite du 26 octobre au 5 novembre à vous replonger dans l'univers de la mode des années 1900 à 1960 à travers l'exposition photographique à la mode de chez nous. Des habits du dimanche aux tenues négligées de la classe paysanne, en plus de quelques pièces de vêtements mémorables, l'exposition à la mode de chez nous propose un saut dans le temps à ne pas manquer. Avec cette exposition originale, la SOPABIC brosse un portrait des différentes tendances vestimentaires adoptées par les habitants du territoire laurentien et offre une immersion dans les habitudes de vie et le climat social qui régnait durant la première moitié du 20e siècle. L'exposition est présentée à la salle Alphonse Desjardins, située dans l'hôtel de Villeneuve-Mont-Tremblant. L'entrée est libre et gratuite. Fondée en 1999 par un groupe de citoyens, la Société du patrimoine SOPABIC a comme mandat de garder bien vivant pour les générations futures l'histoire et les souvenirs des ancêtres de la région. L'organisme a plusieurs réalisations à son actif, notamment des conférences, des livres, des visites guidées et des expositions qui mettent en valeur la richesse du patrimoine. La période d'inscription au programme municipal de ski alpin et de planche à neige de Mont-Tremblant, initialement prévu du 2 au 13 octobre, est déplacé du 18 au 30 octobre. Ce programme est offert aux enfants de 4 à 12 ans résidant à Mont-Tremblant et détenant la carte Accès Mont-Tremblant. Si votre enfant ne détient pas encore sa carte Accès, voilà donc une belle occasion de lui procurer. Depuis le 29 septembre, les heures d'ouverture de l'écocentre régional de Mont-Tremblant sont prolongées les vendredis soirs pendant 5 semaines. Cette bonification de l'horaire permettra d'offrir une plage horaire additionnelle en cette période de l'année particulièrement achalandée. Jusqu'au 29 octobre, l'écocentre sera ouvert du mardi au jeudi de 9h à 16h30, le vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 15h. Les citoyens de la MRC de Laurentides ont accès gratuitement au site sur présentation d'une preuve de résidence. La MRC et la Ville de Mont-Tremblant souhaitent ainsi encourager les résidents à planifier leur ménage d'automne de manière éco-responsable en apportant à l'écocentre les matériaux qui peuvent être récupérés et valorisés. La liste des matières acceptées et refusées est disponible sur traindeviedurable.com. La population est invitée à faire preuve de patience et de courtoisie avec le personnel sur place, particulièrement lorsque le temps d'attente semble plus long pour éviter les périodes d'achalandage. Il est recommandé de reporter toute visite non urgente à l'écocentre et de privilégier les plages horaires offertes de jour la semaine. La MRC des Laurentides encourage les citoyens à participer à la réduction des déchets destinés aux sites d'enfouissement. Par ailleurs, il est important de bien trier les articles par matière ou catégorie avant de se déplacer à l'écocentre. Le triage de matériaux à l'avance a pour effet de réduire le temps de déchargement dans les conteneurs et de faciliter la circulation des véhicules sur le site. Revenez-nous après la pause. Nous sommes maintenant avec Mylène Gagnon de l'organisme Table Forêt Laurentienne. Madame Gagnon, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, merci, oui. Excellent, merci d'être parmi nous. La première chose que je veux aborder aujourd'hui, c'est le fait que Table Forêt Laurentide organise des activités tout au long de l'année. Oui. Elles sont extrêmement agréables, mais elles sont également éducatives. Oui. Il y en a une qui s'en vient cette semaine. Oui, le 28 octobre, on se transfère du côté de La Chute pour faire une activité, une rando découverte photo. Donc, c'est un double, un deux pour un, en fait. Donc, on s'en va du côté du boisé de la Bourbonnière, qui est à la limite entre Mirabel et La Chute, pour, dans un premier temps, avoir un atelier photo avec Nicolas Aubry de Zoom Multimédia, qui est un photographe professionnel, qui va donner des bases sur la photo en nature, que ce soit en micro, en macro, tout ça, apprendre un peu à manipuler son appareil. Et ensuite, ça va être l'occasion pour les participants de partir avec notre guide-interprète à la découverte du boisé La Bourbonnière pour en faire une interprétation et mettre en pratique ce qu'ils ont appris en photo.
ce qu'il faut savoir avec le boisé de la Bourbonnière, c'est que c'est un boisé qui est très, très particulier, qui est unique dans la région et même pratiquement au Québec. C'est un boisé qui se rapproche beaucoup des forêts scandinaves. OK. Donc, c'est pas une forêt qui est naturelle, donc c'est une forêt qui a été aménagée, qui a été reboisée il y a plusieurs années, il y a plus de 100 ans. Là, au départ, c'était pour renaturaliser une carrière de sable. Oui, c'est ça, parce que moi, je sais que la ville de La Chute et la ville de Mirabel, conjointement, l'ont acheté il y a une couple d'années. Oui. Et je sais qu'il y a quelques mois, le conseil municipal de la ville de Mirabel a décidé de le protéger. Officiellement, c'est une zone protégée et c'était justement pour le protéger des exploitations de sable qui sont un petit peu partout autour. Donc, eux ont dit, on protège ceci, jamais cet endroit-ci ne pourra être utilisé pour devenir une exploitation sablière. Donc, c'est super intéressant. Puis, parlez-moi un petit peu, si vous pouvez, de l'importance de ces actions-là quand des villes et des municipalités décident de protéger des zones comme ça puis de les acheter pour les protéger. Bien, c'est que ce que ça permet, c'est que ça permet de pouvoir éviter qu'il y ait de la déforestation à ce niveau-là. Parce que de la déforestation, il faut se rappeler que c'est pas quand on va récolter de la forêt pour qu'elle repousse. Ça, c'est de l'aménagement forestier. Mais dans le cas, d'exemple, d'une carrière ou d'une sablière, où là, on irait récolter la forêt pour en faire une carrière, une sablière. Là, on vient vraiment changer l'affectation du territoire pour ne plus que ça redevienne de la forêt. Donc, des gestes comme ça, c'est vraiment important pour une préservation. Donc, il faudrait augmenter notre capital forestier, surtout des écosystèmes comme le boisé, la Bourbonnière, qui est très, très particulier. Oui, je veux rentrer dans cet écosystème-là parce que vous l'avez comparé à une forêt scandinave. Pourquoi est-ce que cette décision-là aurait été prise de la reboiser dans ce style-là plutôt que dans le style d'une forêt typique québécoise? Bien, ça remonte. J'ai pas tout l'historique. De toute façon, pour nous, le 28 octobre, pour en apprendre un petit peu plus. Oui, pardon. Mais ce que je sais, c'est que c'était un choix de l'époque qui avait été fait. Aussi, des fois, on s'amuse à faire des tests aussi. Puis là, cette forêt-là s'y prêtait. Donc, par les essences qu'on y retrouve, c'est de l'épinette de Norvège. Donc, c'est pas seulement des essences qui sont indigènes ici. Okay. Donc, il y a des tests qui ont voulu être faits pour en faire une forêt un peu particulière qu'on ne retrouve pas ailleurs. Puis, ces espèces indigènes, qui ne sont pas indigènes d'ici, pardon, est-ce qu'elles font place à une faune qui est également un petit peu plus différente ou c'est la même? Non, ça c'est la même faune. La faune va s'y habituer. Donc, il n'y a pas eu d'introduction d'espèces fauniques autres que celles qu'on retrouve déjà au Québec, mais ça vaut la peine d'aller visiter ce boisé-là. Donc, le 28, les gens arrivent. Quelles sont les activités ou c'est quoi le parcours qui... Bien, en fait, c'est ça. C'est en après-midi. Donc, le point de rendez-vous est à 13h. C'est un bon 3 heures d'activité où les gens, comme je disais, la première partie, on se familiarise avec la photo. C'est vraiment un cours de photographie qui est donné par Nicolas. Puis ensuite, ben, c'est ce qui est la beauté de la chose. Comme c'est une forêt qui est particulière, c'est pas des essences d'arbres qu'on retrouve souvent, les mousses, les lichens, tout ça. Fait que d'avoir un guide interprète qui va raconter un peu l'histoire du boisé, son origine, sa fonction aussi, parce que, comme je disais, il n'est pas là pour rien. C'est qu'au départ, il y a eu une volonté, il y avait un besoin d'aménager cette forêt-là avec des mélèzes, avec l'épinette de Norvège, avec toutes ces essences-là. Pour en faire l'interprétation avec le guide, avec notre guide naturaliste, Jean-François, qui est une mine d'or d'informations, puis qui connaît aussi beaucoup les produits forestiers non ligneux. Fait qu'on sait que le boisé de la Bourbonnière, il y a beaucoup de mycologues qui y vont parce qu'elle est riche en champignons. Donc, un beau petit circuit. Il y a déjà plusieurs sentiers qui sont aménagés. Puis ça s'inscrit aussi avec la ville de Mirabel, la ville de La Chute. Comme volonté aussi, là, on sait que c'est un espace protégé, mais il y a tout un plan d'aménagement qui s'en vient avec ça pour vraiment faire un espace un peu récréatif qui va être redonné, réaménagé pour la communauté. Fait que ça bouge, là, ça va bouger dans les prochaines années aussi avec ce boisé-là. Vous aviez également, il y a quelques semaines ou la semaine passée, votre assemblée générale annuelle. Oui. Vous avez présenté votre bilan. Quels en sont un petit peu les faits saillants? Bien, après, on était vraiment post-pandémie encore. Ça, on l'a vécu encore un peu, là, la pandémie.
Après 2 ans, ça fait du bien dans la dernière année de retourner en présentiel, de retrouver un peu notre rythme de croisière. Fait que c'est ce qui est ressorti vraiment, là, de pouvoir parler de façon tangible du bois, des métiers forestiers. Dans les dernières années, on a travaillé fort pour développer notre présence, pour augmenter notre présence partout sur le territoire des Laurentides. C'est grand, les Laurentides, la forêt Laurentide couvre l'ensemble du territoire. Là, bien, on peut dire que c'est mission accomplie, on l'a vu dans les dernières années, parce qu'on a réussi à percer le milieu un peu plus urbain des Laurentides, donc un peu plus le sud, qui amène des activités et des notions un peu différentes. Comme Mirabel avec le bois sur la Bourgogne, par exemple. Oui, exemple. Ou si on va du côté de Oka ou du côté de Blainville, tout ça, c'est de la forêt un peu plus urbaine, des boisés plus urbains. Fait que ça change un peu ce qu'on peut y faire. Sinon, ben, dans les gros faits saillants, ben, on a rencontré presque 3000 élèves en 1 an. Puis là-dessus, il faut penser qu'on est une équipe de 3 personnes. 2 animateurs et moi. Fait que presque 3000 élèves et enseignants en 1 an. Ça s'est réparti dans 29 écoles sur le territoire des Laurentides et on a couvert l'ensemble des MRC des Laurentides. Donc, on a vraiment une présence partout. Vraiment un peu partout. Puis ça, c'est les personnes qui ont été touchées directement en termes d'élèves. Là, ça, c'est juste le scolaire. Si on regarde au niveau tout le public qu'on a rencontré, c'est 8200 personnes qui ont été touchées directement par nos activités. Puis si on regarde encore plus de façon éloignée, là, c'est 183 000 personnes qui ont été touchées par nos activités dans la dernière année. Tout ça à 3 personnes. Fait quand on regarde ce qui se fait ailleurs dans les... c'est une énorme augmentation par rapport aux années précédentes. Ben oui, c'est une augmentation, étant donné que là, on sait qu'on est post-pandémie. Puis je dirais qu'on est la plus petite organisation d'éducation forestière au Québec. On est 12 au Québec. On est la plus petite et on a les mêmes résultats que les plus grosses. Vous êtes la plus petite, par contre, vous êtes dans une des régions où il y a le plus de... Mais j'imagine que, comparativement à la MRC Antoine-Abel ou les MRC dans le Nord, on a beaucoup moins de régions boisées, mais comparativement aux milieux plus urbains comme Laval, Montréal, j'imagine qu'eux n'ont pas d'organisme de la sorte, ou est-ce qu'ils Non, mais nous, on couvre l'ensemble de la région des Laurentides. En fait, Laval, c'est dans les Laurentides? Non, Laval, Laval, c'est une autre organisation. Pardon. Laval, Montréal, il y a une autre organisation, l'Estrie, tout ça, donc c'est réparti par région. Mais il y a des régions. Je pensais MRC des Laurentides. Non, c'est ça, vraiment toute la région des Laurentides. Mais quand on regarde à la grandeur du Québec, on est la plus petite équipe, les plus petits budgets, ils ont fait autant que les organisations qui sont 2 fois notre grosseur. Donc, on n'a rien du tout à envier par rapport à toutes ces personnes-là. On a distribué 56 000 arbres dans la dernière année. Entre autres dans le cadre du mois de l'arbre et des forêts, mais aussi le Derekio qui avait passé. Fait que nous, on est repassé distribuer des arbres suite à ça. Donc, ça a été une grosse année. Une grosse année. Lorsque vous allez sur le terrain et vous rencontrez les gens, quel groupe d'âge ou quel type démographique, diriez-vous, est le plus réceptif aux messages puis aux instructions que vous tentez de faire passer? C'est sûr que la clientèle du primaire, c'est une clientèle qui est très réceptive de par leur émerveillement à la nature en partant. Donc, les activités, c'est des activités peut-être un peu plus de découverte. Sinon, au niveau du secondaire, ça répond bien aussi parce que on fait découvrir les métiers forestiers. On s'insère vraiment dans le cursus scolaire, que ce soit par nos ateliers sur la transformation du bois, sur les propriétés physiques du bois, fait qu'on s'insère dans les cours de sciences, les cours d'histoire et de géographie aussi. Donc, on vient vraiment à bout de rentrer dans le cursus scolaire, ce qui est vraiment important parce qu'il faut qu'on devienne complémentaire au programme. Il ne faut pas qu'on soit un ajout parce que les enseignants, on le sait, la cour est pleine, débordée. Fait que si nous, on peut les aider en apportant la matière de façon différente, de façon ludique, l'apprentissage par un peu le jeu, d'une certaine façon. Là, on sort un peu des normes, fait que ça permet d'avoir cette facilité-là.
Puis sinon, ben tout ce qui est kiosque, distribution d'arbres, là, c'est là qu'on va les rejoindre vraiment la population grand Est-ce public. que 56 000 arbres distribués cette année? Est-ce que vous avez un chiffre que vous voulez l'année prochaine ou ça va tourner autour de la même chose? Ça devrait tourner autour de la même chose parce que faut quand même qu'ils soient redistribués, ces arbres-là. Ouais. Et faut qu'ils soient plantés. Je pense que 56 000, c'est un beau pas chiffre mal. costaud. Oui, c'est un beau chiffre costaud. Puis chaque année, nous, on travaille fort parce qu'on a des demandes pour un peu plus. Là, on le sait, là, qu'il y a des municipalités qui en voudraient plus. C'est certain. Mais on est pris quand même avec ce que le ministère, parce que les arbres sont produits par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Donc, il faut prendre ce que le ministère est capable de nous offrir. Il nous en offre toujours moins que ce qu'on a vraiment beaucoup de besoins, mais par du démarchage, par des petits appels, des fois, on réussit à aller chercher des arbres supplémentaires, d'où là, on est arrivé aux 56 000 de cette année, parce qu'on n'était pas là, on était plutôt autour de 52, puis avec 2-3 téléphones des régions qui en restaient. Là. Fait qu'on on a réussi à monter de 4 000 pour essayer qu'il y ait le moins de coupures possible dans ce que les demandeurs nous font comme demande. Donc, Madame Gagnon, merci beaucoup. C'est toujours super intéressant. Oui. Il y a toujours des nouvelles activités puis des nouvelles notions que vous nous apportez. Puis chaque fois, c'est passionnant. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Puis je vous souhaite à la prochaine fois. Pardon. Oui, merci. Merci à vous. À l'occasion du 40e anniversaire de la MRC des Laurentides, c'est à bord d'un autobus que les élus se sont réunis les 14 septembre et 4 octobre dernier pour une tournée de l'ensemble des villes et municipalités du territoire de la MRC. Événement rassembleur, fédérateur et surtout formateur, chaque représentant a pris la parole devant ses pairs lors du passage dans sa municipalité pour y présenter ses attraits, ses défis et enjeux, ses réussites et projets d'avenir. Le rôle de maire ou de mairesse d'une municipalité est bien connu et, au Québec, leur fonction comprend également une responsabilité régionale. Pour l'exercer, ils doivent siéger au Conseil des maires d'une MRC. C'est le cas pour les 20 maires et mairesses de la MRC de Laurentides. Consciencieux et dans l'objectif de prendre des décisions régionales éclairées et en parfaite connaissance de cause, ces derniers se sont prêtés à l'exercice d'une tournée de chacune des 20 villes et municipalités. Réparti sur 2 jours complets, ce circuit a permis de joindre l'utile à l'agréable en sillonnant le territoire de la MRC, tout en renforçant les liens entre les représentants de chacune des villes et municipalités. L'objectif principal de ces échanges était de partager des enjeux et défis de l'ensemble du territoire afin de permettre aux élus de prendre des décisions d'un point de vue régional pour le bénéfice de l'ensemble de la population permanente et de villégiature de la MRC des Laurentides. Plusieurs constats ont été soulevés, comme l'augmentation significative de la population sur tout le territoire ces dernières années. Face à cette hausse, plusieurs défis et enjeux communs ont été identifiés, tels que sauvegarder ou augmenter les services de proximité, recruter des responsables de services de garde en milieu éducatif, solutionner la pénurie de logements abordables, sensibiliser les automobilistes pour réduire leur vitesse aux abords des écoles et partager la route avec les cyclistes qui sont nombreux sur les territoires et entretenir un vaste réseau de chemins municipaux répartis sur 2500 km². Chaque participant a exprimé avec fierté les attraits de son territoire et tous étaient unanimes sur une richesse commune, la nature. Celle-ci se doit d'être préservée et sauvegardée face aux défis des changements climatiques. Parcs, forêts, lacs, sentiers de vélo, de raquettes de ski, parois d'escalade, toutes les villes et municipalités de la MRC des Laurentides sont riches d'attraits touristiques. En 2018 se déroulait avec succès la première édition de la Tournée des maires. Cette activité découlait de la planification stratégique de la MRC qui avait pour objectif d'offrir à ses élus l'occasion d'acquérir une meilleure connaissance des enjeux et des opportunités de l'ensemble du territoire. 5 ans après la première édition, ils se sont de nouveau réunis dans la bonne humeur pour mieux connaître les 20 villes et municipalités de ce territoire d'exception. Le Conseil municipal de Saint-Sauveur a adopté le 16 octobre dernier un nouveau règlement régissant la distribution d'objets de plastique à usage unique sur le territoire de Saint-Sauveur. Abrogeant le règlement précédent relatif à la distribution de sacs d'emplettes dans les commerces de détail qui avait été adopté en 2019,
Le nouveau règlement a pour but de contribuer significativement à la diminution de la pollution causée par le plastique. Visant tous les commerces de détail, les restaurants et les événements, le règlement interdit d'offrir, de distribuer ou de mettre à la disposition des consommateurs les objets de plastique à usage unique suivants: les sacs d'emplettes, les assiettes, des bols, les contenants, les couvercles, les tasses, les verres, les bâtonnets, les pailles et les ustensiles. Les objets de plastique visés incluent ceux en plastique oxo-biodégradable, oxo-fragmentable, biodégradable et compostable. Outre cette interdiction générale, certaines exceptions s'appliquent pour les sacs d'emplettes réutilisables, les sacs composés de plastique utilisés à des fins d'hygiène pour contenir des produits alimentaires tels que la viande, la volaille ou le poisson, les sacs en plastique distribués par un établissement commercial offrant le service de nettoyage à sec, les sacs de plastique contenant du matériel publicitaire dans le cadre d'une distribution porte-à-porte, les emballages industriels et sacs de plastique compostables utilisés pour la disposition des résidus alimentaires et des excréments d'animaux dans les bacs et conteneurs de collecte sélective prévus à cet effet. Afin de permettre aux commerçants de s'adapter aux exigences du nouveau règlement, la Ville instaure une période de transition, laquelle a débuté le 16 octobre et se terminera le 21 avril 2024. Ainsi, dès le 22 avril 2024, les commerçants ne pourront plus distribuer les objets de plastique à usage unique définis dans le règlement municipal. Tout au long de la période de transition, le Service de l'environnement et du développement durable de la Ville, en collaboration avec l'Agent de gestion des matières résiduelles de la MRC des Pays-d'en-Haut, offrira un service d'accompagnement gratuit aux commerçants, et ce, pour les aider à trouver des alternatives au plastique à usage unique. Les commerçants qui le souhaitent pourront notamment bénéficier de rencontres individuelles pour les soutenir dans cette transition. De plus, la Ville a mis en ligne une section dédiée au nouveau règlement et aux alternatives écologiques. Comme le souligne le maire, M. Jacques Garriépi, la Ville a déjà fait un bon bout de chemin avec l'interdiction des sacs de plastique en 2019, et le conseil municipal se réjouit que la majorité des commerçants aient déjà adhéré à ce mouvement. Il ajoute qu'en 2023, interdire la distribution des objets de plastique à usage unique va de soi afin de contribuer directement à la diminution de la pollution causée par le plastique, réduire les matières résiduelles enfouies et contribuer à la diminution des gaz à effet de serre. Pour obtenir de plus amples renseignements à propos du règlement, les demandeurs sont invités à joindre les services de l'environnement et du développement durable. Pour bénéficier d'un accompagnement, les commerçants peuvent remplir les formulaires disponibles sur le site web de la Ville de Saint-Sauveur. La Ville de Saint-Sauveur est heureuse d'annoncer l'amorce du projet de reconstruction de son skatepark situé au parc John H. Molson. Ce projet de reconstruction devenait un incontournable, considérant la désuétude de l'installation actuelle datant de près de 20 ans et qui avait subi des travaux de réfection partielle en 2015. D'ailleurs, pour l'alimenter dans sa réflexion, la Ville a organisé une rencontre consultative en mai 2021 auprès de 75 usagers de son skatepark. L'objectif était de sonder les désirs et les propositions de ces derniers. À l'issue de cette rencontre, plusieurs éléments ont été relevés, lesquels se retrouveront dans le nouvel aménagement. Ce projet totalisera un montant de 1,6 million de $, lequel sera financé à 888 000 $ par règlement d'emprunt, à 384 000 $ par surplus accumulé et à 366 000 $ par une contribution financière gouvernementale. Cet investissement permettra de remplacer les surfaces d'asphalte par du béton lisse, qui est davantage sécuritaire pour le roulement et dans le cas de chute. Les différentes lignes de circulation ainsi que la grande variété de modules permettront une pratique stimulante, favorisant la progression. Soulignons que la conception de l'espace a été réalisée en concertation avec des usagers locaux, et ce, afin de répondre aux besoins et aux différents niveaux de maîtrise des planchistes et des utilisateurs de trottinettes de tous âges. Les travaux de reconstruction débuteront dès l'automne 2023 et se déploieront en 3 phases: la démolition, les travaux de bétonnage et les travaux d'aménagement. L'ouverture officielle est prévue au courant de l'été 2024 et c'est à ce moment que la population découvrira la nouvelle infrastructure à la fine pointe de la modernité, dont la superficie totalisera 1140 mètres carrés.
Comme le souligne le maire de la ville, M. Jacques Gariepi, la ville a consulté les jeunes et les a écoutés. Il ajoute que ce projet de reconstruction du skatepark était dans les cartons de la ville depuis le début de l'année 2021 et que les travaux qui seront réalisés permettront d'offrir des installations mieux adaptées à la pratique de ce sport et hautement sécuritaires pour les quelques 15 000 utilisateurs annuels. La collecte de sang du Service de sécurité publique et incendie Saint-Sauveur-Piémont et de la Sûreté du Québec MRC des Pays-d'en-Haut qui s'est tenue le 6 octobre dernier au Chalet Pauline Vanier a permis de recueillir les dons de 111 personnes, soit 11 de plus que l'objectif fixé par Emma Québec. Au total, ce sont exactement 101 poches de sang qui ont été prélevées sur une commande initiale des hôpitaux de 77 pour cette collecte. Après transformation et séparation de ces dernières en laboratoire, 400 produits ont été obtenus et pourront être transfusés à des patients d'hôpitaux de la province et donc autant de vies qui pourront être sauvées. Il est toujours remarquable de constater l'engouement avec lequel les citoyens répondent à l'appel année après année. Sachant que toutes les 80 secondes, quelqu'un a besoin de sang au Québec, chaque don compte et permet de maintenir la réserve à un niveau optimal. Le Service de sécurité publique et incendie Saint-Sauveur-Piémont et la Sûreté du Québec MRC des Pays-d'en-Haut souhaitent donc remercier toutes les personnes ayant fait un don de sang, ainsi que tous les bénévoles et employés d'Emma Québec qui ont fait de cette collecte une réussite. Revenez-nous après la pause. Bonjour, ici Katia P. Boulard, coach en santé et bien-être. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez vaste, mais qui est très important de porter notre attention, qui est le bonheur. En fait, qu'est-ce que le bonheur? Chaque personne peut avoir son interprétation sur c'est quoi être heureux, mais je vais quand même aller rechercher. Je m'inspire beaucoup de Frédéric Lenoir, qui est très, très intéressant, qui s'inspire de différents philosophes et plein de différents mix de philosophie et de sciences. Et c'est sûr que souvent, qu'est-ce qu'on va associer au bonheur? Les gens vont associer au plaisir, à avoir du plaisir. Et là, c'est là qu'on peut se poser la question, est-ce que les plaisirs sont nécessairement sains? Est-ce qu'ils sont nécessairement bons pour nous? On vit dans une société où est-ce que plusieurs personnes vont aller chercher les plaisirs de l'extérieur. Ah, quand je vais avoir une auto, une maison, je veux faire beaucoup d'argent, je veux ci, je veux ça, je vais au restaurant, c'est bon. Donc, oui, c'est des plaisirs et c'est important d'avoir des plaisirs. Mais comme dirait Épicure, souvent on associait Épicure à dire « Ah, être épicurien, c'est d'accumuler les plaisirs ». Mais dans le fond, qu'est-ce qu'il voulait vraiment apporter comme théorie? C'est que les plaisirs doivent être modérés. C'est que c'est correct d'avoir des plaisirs, mais aussi de comprendre qu'il y a des plaisirs qui sont malsains. Si on mange trop, on va mal dormir, on va pas être bien. Donc, c'est important vraiment de doser par rapport à nos plaisirs et d'en avoir qui ne sont pas nécessairement juste de l'extérieur. C'est d'aller chercher quelque chose à l'intérieur. Donc, ça m'amène à amener la notion de bonheur à comment trouver un sens à sa vie. Tout être humain, depuis la naissance des êtres humains, on se pose des questions, dont des principales questions existentielles, d'où est-ce qu'on vient, c'est quoi mon mandat sur Terre et qu'est-ce qui se passe après la mort. Donc, c'est sûr que toutes les religions, les différents gourous ou quoi que ce soit ont leur interprétation de qu'est-ce qui doit être fait, qu'est-ce qui ne doit pas être fait. Mais le but quand même des êtres humains, c'était au moins on est dirigé, on a des actions qu'on peut faire, d'être en communauté, qui vont nous amener du bonheur, et non pas qui vient seulement de l'extérieur, mais qui vient de l'intérieur aussi. Selon certaines études, on dit que en lien avec la notion de bonheur chez les gens, il y a 50% qui viendraient de la génétique. Donc, bon, tes parents, tout ça, donc comment du milieu où est-ce que tu viens, carrément la génétique. Et par la suite, il y a 40%, c'est selon les choix qu'on va faire dans notre vie. Et il y a un 10% seulement qui est assez percutant, là, qui vient des conditions extérieures. Donc, où est-ce que tu es né,
dans quel pays, est-ce que tu es riche ou tu es pauvre. Souvent, on pouvait penser que ça pouvait avoir plus d'impact que ça, mais c'est vraiment génétique et les choix qu'on va faire dans notre vie. Donc, c'est sûr que y a souvent deux grands types d'émotions qu'on va aller déceler, donc la tristesse et la joie. Et c'est sûr que les gens, pour dire quand je suis heureux, c'est lorsque je vis de la joie. Et c'est là que c'est intéressant qu'on amène la notion d'acceptation, qu'on vit des épreuves, que la joie, bien, pour qu'il y ait de la joie, il faut qu'il y ait de la tristesse aussi. Donc, c'est vraiment là où est-ce que, moi, je dirais que le lâcher-prise est vraiment important. Donc, souvent, on veut contrôler nos situations. Donc, si je ramène à l'anxiété, va vouloir dire, OK, mais il m'est arrivé telle chose dans le passé qui m'a blessée. Alors, je vais essayer de contrôler le moment présent pour contrôler le futur pour pas que ça réarrive, pour ne pas souffrir. Les gens, souvent, ont peur de la souffrance. Donc, c'est vraiment de se ramener que le moment présent est le seul moment qui existe et que de lâcher prise, qu'on n'a pas le contrôle. Qu'est-ce qui s'est passé avant, c'est déjà passé. Et qu'est-ce qui va se passer dans 2-3 secondes, dans 2 heures, le lendemain, on ne le sait pas. Donc, ce qu'on a le pouvoir, c'est sur qu'est-ce qu'on veut intégrer dans notre vie au moment présent. Donc, c'est d'aller chercher tous les plaisirs et de vraiment savourer les plaisirs avec les sens dans le moment présent. Donc, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que ça goûte, les senteurs et tout ça. Donc, de vraiment pratiquer, de vivre dans le moment présent et vraiment, qu'est-ce que je dirais, qui amène au bonheur. Fait que j'espère que ça vous fait réfléchir sur, pour vous, c'est quoi le bonheur, comment intégrer des actions que vous allez pouvoir faire dans votre quotidien qui vont vous amener de la joie et de porter attention que le moment présent est le seul qui existe et de laisser de côté le plus possible qu'est-ce qui peut être hors de notre contrôle, de comprendre que le lâcher-prise, c'est vraiment une notion qui amène au bonheur. Alors, merci pour votre écoute. Prévost devient la première ville au Québec à adopter un règlement sur la décarbonation. L'usage du gaz sera réglementé dans les nouveaux bâtiments de son territoire à compter du 31 décembre. Prévost innove une fois de plus en matière de protection de l'environnement en devenant la toute première ville de la province à adopter un règlement visant la décarbonation des bâtiments de son territoire. Dans le but de réduire l'émission des gaz à effet de serre, cette réglementation limitera l'usage du gaz propane et naturel dans les futurs bâtiments résidentiels et institutionnels de la municipalité, et ce, à compter du 31 décembre 2023. Il sera alors interdit d'installer certains nouveaux appareils alimentés au gaz, une alternative électrique étant disponible. En implantant ce nouveau règlement, la Ville souhaite sensibiliser sa population aux impacts de l'utilisation du gaz naturel comme source d'énergie sur la santé et l'environnement. Afin de répondre à certaines préoccupations des citoyens émises lors de consultations menées plus tôt cette année, les installations existantes en date du 31 décembre 2023 bénéficieront d'un droit acquis et pourront être maintenues et réparées sans aucune restriction. L'usage des appareils de chauffage au bois demeure pour sa part permis, sauf lors des périodes d'avertissement de smog. Toutefois, si une panne électrique devait survenir lors d'une telle période, l'usage d'appareils de chauffage au bois serait alors permis. Notons aussi que les cuisinières au gaz et les barbecues ne sont pas visés par cette nouvelle réglementation. Pour tout savoir sur ce nouveau règlement, visitez la page web ville.prévost.qc.ca/maville/environnement/décarbonation. Cette nouvelle mesure s'inscrit dans le cadre du Virage vert, démarche comprenant 150 actions visant à une réduction des impacts environnementaux sur son territoire. Parmi les plus récentes initiatives dans ce domaine, mentionnons le programme Éco-choix implanté depuis 2022, dont l'élément phare est le premier règlement québécois en éco-fiscalité ciblant les matières résiduelles et les choix de consommation. Celui-ci implique l'ajout d'une redevance de quelques sous sur différents produits à usage unique, ainsi que l'interdiction de vente d'articles à usage unique et l'obligation de vente de produits en vrac en magasin.
À l'instar de plusieurs villes au Québec, Prévost interdira à compter de cet hiver, soit pour la période du 1er novembre au 23 décembre et du 3 janvier au 1er avril, le fait de se stationner en tout temps dans la rue et sur tous les chemins publics, sauf avis contraire. Cette mesure vise à améliorer la qualité du déneigement sur le territoire. Les véhicules stationnés dans la rue nuisent au déroulement des opérations, rendant le passage des équipements difficile et en augmentant la durée. Malgré l'interdiction, la Ville peut décréter une période de tolérance du stationnement sur la voie publique lorsque les conditions météorologiques sont clémentes et qu'aucune opération de déneigement n'est prévue. Dès le 31 octobre, rendez-vous à l'adresse ville.prévost.qc.ca/stationnement hivernal pour savoir en temps réel si une période de tolérance a été décrétée. En haut à droite de votre écran se trouvera un pictogramme sous forme de voiture. S'il est vert, vous pouvez vous stationner dans la rue. S'il est rouge, c'est interdit. Il est de votre responsabilité de vérifier quotidiennement après 17 heures sur le site Internet de la Ville si une période de tolérance a été décrétée avant de stationner votre véhicule sur la voie publique. Si votre rue vient d'être déneigée, cela ne signifie pas que vous pouvez vous stationner dans la rue, car les équipes peuvent devoir repasser plus d'une fois. Vous devez attendre le retour au vert du pictogramme. La municipalité de Val-Morin a pris acte du nouveau rôle triennal d'évaluation foncière déposé par la MRC des Laurentides en septembre dernier. En vigueur à compter du 1er janvier 2024, cette mise à jour reflète une augmentation significative de 71 % de l'évaluation totale des propriétés sur le territoire de Val-Morin à la date de référence du 1er juillet 2022. Les valeurs imposables du rôle d'évaluation foncière passeront ainsi de 507 millions de dollars à 868 millions de dollars, soit une augmentation de 361 millions de dollars. Ce nouveau rôle démontre également une augmentation impressionnante de la valeur des terrains, avec une hausse moyenne d'environ 140 %. Les propriétaires peuvent dès maintenant consulter la valeur de leur propriété au nouveau rôle en visitant le site web de la municipalité. À l'occasion du dépôt de ce nouveau rôle triennal, le service des finances de la municipalité de Val-Morin tient à rappeler aux contribuables que bien que la taxation municipale soit calculée en fonction de la valeur et de l'usage de chaque propriété sur le territoire, l'augmentation générale de la valeur foncière qui survient lors de la publication du rôle n'entraîne pas automatiquement une augmentation des taxes pour tous les propriétaires. Ainsi, les propriétaires dont la hausse de valeur se situe autour de la moyenne à 70 % ne devraient pas subir d'impact significatif en raison du nouveau rôle d'évaluation. Cependant, les propriétaires dans cette situation doivent être conscients qu'une augmentation annuelle des taxes liée au budget 2024 adopté par la municipalité est tout de même à prévoir. Les propriétés dont la valeur a augmenté de manière plus significative que la moyenne pourraient cependant subir une augmentation des taxes supérieure à celle des autres propriétés sur le territoire de Val-Morin. Le conseil municipal, en collaboration avec l'équipe de direction, tiendra compte de cette mise à jour du rôle d'évaluation pour apporter les ajustements requis afin de compenser la hausse globale des valeurs. En ce qui concerne les taux de taxes pour l'année 2024, ils seront présentés lors de la séance extraordinaire d'adoption du budget prévue le 19 décembre prochain à 19 h. Les personnes qui souhaitent mieux comprendre leur évaluation sont invitées à consulter la section du site Internet de la MRC de Laurentides portant sur le rôle d'évaluation. Elles y retrouveront les informations pour mieux comprendre le processus d'établissement des valeurs du nouveau rôle et pour faire une demande de révision de leur évaluation foncière avant le 30 avril 2024 via le formulaire prévu à cette fin. Il est également possible de communiquer directement avec le service de l'évaluation de la MRC de Laurentides pour valider sa nouvelle évaluation avant de présenter une demande de révision. Les propriétaires sont invités à se renseigner adéquatement avant de transmettre une demande, puisque des frais non remboursables sont exigés lors du dépôt de celle-ci. La demande de révision doit être signée et complète avant d'être déposée en main propre directement à la municipalité ou transmise par courrier recommandé en incluant le paiement complet des frais. La municipalité de Val-David informe ses visiteurs que le bureau d'accueil touristique est fermé pour le reste de l'automne. Une réouverture est prévue pour la période des fêtes. En cette saison marquée par la transition vers l'hiver, la municipalité remercie Marie-Claude Gagné et Louis-Jacob Joly qui ont fait un travail remarquable au sein du bureau touristique. Voici quelques faits intéressants sur la saison estivale 2023.
Malgré un été moins ensoleillé qu'à l'habitude, il a été mémorable. En effet, il s'agit de la saison estivale la moins ensoleillée depuis 1950. Cependant, cela n'a pas découragé les visiteurs, car dès que le soleil pointait le bout du nez, les rues étaient animées par de nombreux visiteurs. Le taux d'achalandage du bureau touristique s'est maintenu par rapport à l'année précédente, avec environ 2500 visiteurs annuels. Cela témoigne de l'attrait constant du village de Val-David. Cette année, la municipalité a connu une hausse significative du taux de première visite. Cela signifie que de nombreux touristes ont découvert Val-David pour la première fois. La municipalité remercie ses commerçants, partenaires et promoteurs qui ont contribué à cette attractivité. La municipalité de Val-David profitera d'un investissement de 45 400 $ de la part du gouvernement du Québec qui permettra à la bibliothèque municipale d'enrichir ses collections de livres. Cet investissement offrira ainsi à la communauté un trésor de connaissances encore plus grand. C'est un investissement total de plus de 41 millions de dollars pour bonifier les collectes de livres des bibliothèques publiques qui a été annoncé pour soutenir la culture, la lecture et le développement des communautés. Dans la circonscription de Bertrand, cette annonce bénéficie à 5 bibliothèques publiques autonomes. La bibliothèque municipale Alice Quintal dans la municipalité de Rawdon, la bibliothèque de municipalité de Chertsey, la bibliothèque Claude-Henri Grignon à Sainte-Adèle, la bibliothèque Gaston Miron à Sainte-Agathe-des-Monts et la bibliothèque de la municipalité du village de Val-David. La municipalité remercie donc le gouvernement du Québec pour son engagement envers sa bibliothèque et son amour pour la culture. La MRC d'Antoine Labelle annonce des travaux de remplacement de ponceaux et de remplacement de tabliers sur le parc linéaire Le Petit Train du Nord dans les secteurs de Mont-Laurier, Lac-Saguet et Nomineng. Ces travaux ont débuté depuis quelques semaines et s'échelonneront sur 2 périodes de 4 semaines. Les premiers travaux consistent au remplacement de 6 ponceaux, au nettoyage d'un ponceau et au reprofilage et creusage de fossés sur 250 mètres dans les secteurs de Lac-Saguet au kilomètre 159 et de Mont-Laurier au kilomètre 197. Ainsi, pour assurer les conditions favorables d'utilisation de la piste, les travaux impliqueront également la réparation de la surface granulaire, les travaux de pavage d'une couche unique en enrobé, ainsi que le rechargement, la mise en forme des accotements en terre végétale et l'encensement sur les 6 zones d'excavation. Le conseil de la MRC, lors de sa séance de juin dernier, a accordé un contrat de 365 617 $ à l'entreprise Lasselle et Frères pour ces travaux. Les seconds travaux consistent au remplacement d'un tablier de pont dans le secteur de Lac-Saguet au kilomètre 159 et de 2 tabliers de pont dans le secteur de Nomineng au kilomètre 154. En plus du remplacement du platelage, les travaux comprennent le remplacement des garde-corps des ponts et des garde-corps hors pont. Ces travaux seront réalisés par l'entreprise Galco Construction. Un contrat de 339 176 $ leur a été octroyé par le conseil de la MRC lors de sa séance de mai dernier. Ces travaux, à réaliser avant la période de gel, sont d'une durée estimée de 4 semaines pour chacun des chantiers. Pendant ce temps, la piste sera entravée à plusieurs endroits. Des voies de contournement sont prévues afin de permettre aux usagers du Petit Train du Nord d'utiliser l'infrastructure. De la signalisation sera également installée aux abords de la piste. Les utilisateurs et les travailleurs sont invités à respecter la signalisation et la réglementation en vigueur pour assurer la sécurité de tous. Les informations concernant les travaux et les voies de contournement seront disponibles sur les pages Facebook du Parc linéaire Le Petit Train du Nord et de la MRC d'Antoine Labelle. Revenez-nous après la pause. La MRC d'Antoine Labelle annonce la fin de la saison estivale du Parc linéaire Le Petit Train du Nord pour le tronçon situé sur son territoire, en plus de la réalisation de certains travaux d'amélioration et d'entretien. La fermeture complète est effective depuis le 16 octobre. En raison de cette fin de saison, les toilettes installées à proximité de la gare de Mont-Laurier ont été retirées et l'abreuvoir est fermé pour l'hiver. Afin de finaliser les travaux de remplacement de ponceaux dans les secteurs de Lac-Saguet, la portion du tracé située du kilomètre 151 au kilomètre 161 est complètement fermée à la circulation depuis le 10 octobre dernier.
Aucune navette n'est disponible et aucun détour par le réseau local n'est mis en place. Les travaux de remplacement et de nettoyage de ponceaux, de reprofilage et de creusage des fossés du secteur de Mont-Laurier, ainsi que les travaux de remplacement de tabliers des ponts dans les secteurs de Lac-Saguet et Nomineng ont débuté. Puisque le Petit Train du Nord ferme également à cette date, aucune navette ou détour par le réseau local n'est prévu. Pour assurer votre sécurité et celle des travailleurs, la MRC vous demande de respecter l'avis de fermeture et de ne pas circuler sur le parc linéaire. Finalement, la MRC travaillera dans les prochaines semaines à l'entretien des infrastructures du parc en prévision de la saison hivernale. Elle remercie tous les utilisateurs de respecter les consignes qui visent la conservation et la pérennisation des lieux, ainsi que la sécurité des usagers. Le comité jeunesse de la MRC d'Antoine Labelle lance aujourd'hui son nouvel appel de candidature pour réaliser les mandats des 12 sièges en élection. Cette année, les sièges en élection sont ceux des municipalités de Chute-Saint-Philippe, Kiamika, Lac-des-Écorces, Mont-Laurier, Mont-Saint-Michel, Nomineng, Notre-Dame-de-Pontmain, Rivière-Rouge et Sainte-Anne-du-Lac. Cet appel de candidature est également l'occasion de combler les sièges actuellement vacants pour les municipalités de Ferme-Neuve, La-Macasa et Lac-Saint-Paul. Jusqu'au 20 novembre 2023, les candidats intéressés peuvent soumettre leur candidature en remplissant le formulaire d'inscription disponible sur le site web de la MRC. Les candidats seront ensuite invités à passer une courte entrevue avec le comité de travail sur les adhésions prévues au cours de la semaine du 27 novembre prochain. Pour être admissibles, les candidats doivent être âgés entre 15 et 35 ans et habiter sur le territoire de la MRC. Rappelons que le comité jeunesse de la MRC est formé de 17 jeunes âgés entre 15 et 35 ans, issus de l'ensemble des villes et municipalités du territoire et a pour mandat d'établir un plan d'action ciblant les priorités, de présenter un bilan des activités, en plus de mettre sur pied des projets et des événements pour et par les jeunes. Ainsi, le comité encourage l'engagement citoyen et permet aux jeunes de prendre part à la prise de décision sur le territoire. Ce projet est rendu possible grâce aux sommes allouées par les élus de la MRC d'Antoine Labelle. La Ville de Mont-Laurier est heureuse de convier les nouveaux résidents à une activité de café-causerie le samedi 11 novembre de 9h à 11h à l'Hôtel de Ville. En présence des membres du conseil municipal, ils auront ainsi la chance de découvrir les services offerts à Mont-Laurier en plus des activités proposées. Pour y participer, une réservation est requise en remplissant le formulaire disponible à villedemontlaurie.qc.ca, section Nouveaux résidents, ou en composant le 819-623-1221 au poste 110. Dans le cadre de la planification stratégique 2023-2025, le développement d'outils d'accueil des nouveaux citoyens demeure l'une des actions à poursuivre et à bonifier au cours des prochaines années. À la suite de la publication du guide du nouveau citoyen l'année dernière, le conseil municipal propose désormais un café-causerie afin de rencontrer les résidents et de mieux les informer quant aux services offerts sur le territoire. Rappelons que le guide du nouveau citoyen est disponible à la bibliothèque de Mont-Laurier et en version numérique au villemontlaurier.qc.ca. La Ville de Mont-Laurier est très heureuse de dévoiler sa nouvelle campagne de sensibilisation qui présente des ambassadeurs locaux afin de mettre l'accent sur la mobilité active en milieu urbain. Depuis quelques semaines, des panneaux routiers sont ajoutés aux abords de la piste cyclable urbaine, démontrant qu'il est possible d'opter pour un moyen de transport économique et éco-responsable à Mont-Laurier dans la vie de tous les jours. Que ce soit pour aller au travail, se rendre à l'école, faire les courses ou aller jouer au parc en famille, enfourcher son vélo est une solution qui permet de combiner mobilité et saines habitudes de vie. À la suite d'une première campagne déployée en mai dernier en collaboration avec la SAAQ axée sur la sécurité, la Ville de Mont-Laurier présente cette fois-ci une campagne inspirée par le quotidien des ambassadeurs locaux. La Ville de Mont-Laurier remercie chaleureusement les citoyens participants à cette démarche inspirante qui souligne le premier été d'implantation du réseau cyclable urbain à Mont-Laurier. De nouvelles phases du plan cyclable urbain sont également prévues au cours des prochaines années afin de desservir entre autres les quartiers résidentiels jusqu'aux infrastructures à proximité du centre-ville. Financé par le gouvernement du Canada par le Fonds de relance des services communautaires, Loisirs Laurentides est heureux d'annoncer l'obtention d'un financement de 77 504 $. Ce financement permet à Loisirs Laurentides de s'assurer des services d'une ressource dédiée au secteur bénévolat
de bâtir un plan d'action pour le secteur bénévolat à l'intérieur duquel vous retrouverez l'automatisation du service de recrutement de bénévoles disponible auprès des membres, l'achat d'équipements informatiques et une activité de reconnaissance pour les bénévoles sous la forme d'une demi-journée de formation. Le Fonds de relance des services communautaires est un investissement de 400 millions de dollars du gouvernement du Canada pour aider les organismes communautaires, y compris les organismes de bienfaisance, les organismes sans but lucratif et les corps dirigeants autochtones à s'adapter ainsi qu'à moderniser leurs organismes. Le gouvernement du Canada fournit le Fonds de relance des services communautaires par l'intermédiaire de 3 financeurs nationaux, la Croix-Rouge canadienne, la Fondation communautaire du Canada et United Way Centraide Canada. Loisirs Laurentides est heureux d'annoncer la nomination de M. Alexandre Savoie à titre de chef de mission pour la délégation des Laurentides lors de la 58e finale provinciale des Jeux du Québec qui se dérouleront du 1er au 9 mars 2024 à Sherbrooke. Alexandre Savoie a fait ses débuts aux Jeux du Québec à Shawinigan en 2012 comme entraîneur de basketball. Il a agi comme répondant régional pour ce même sport pendant quelques années. À Alma, en 2017, il a joint l'équipe de missionnaires de la délégation des Laurentides. Alexandre Savoie succède à Alexandra Gagnon-Tillard, qui fut chef de mission de la délégation lors des finales provinciales de Rivière-du-Loup et de Rimouski. La MRC des Pays-d'en-Haut est heureuse d'annoncer que son appel à projet dans le cadre du Fonds Région et Ruralité Volet 2 est présentement en cours. Les promoteurs de projets structurants pour améliorer les milieux de vie ont jusqu'au 15 décembre prochain pour déposer leur projet. Rappelons que le Fonds Région et Ruralité Volet 2 vise à soutenir des projets structurants permettant d'améliorer les milieux de vie du territoire de la MRC des Pays-d'en-Haut et le bien-être de ses communautés locales. Le montant maximal de cette aide financière non remboursable est de 35 000 $. Les organismes admissibles sont les municipalités locales de la MRC des Pays-d'en-Haut, les organismes à but non lucratif incorporés ayant au moins 1 an d'existence, ainsi que les coopératives non financières, incluant les entreprises d'économie sociale et les concertations, ou encore les entreprises privées souhaitant mettre sur pied des services de proximité. Pour plus de détails, vous pouvez visiter le site web de la MRC à la page consacrée au Fonds Région et Ruralité. Pour présenter un projet, vous êtes invité à contacter Zen Eben, conseiller au développement des communautés, au 450-229-6637 au poste 105 ou à zeben@mrcpdh.org. Voilà, c'était tout cette semaine pour votre bulletin de nouvelles TVCL. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine.